C'est l'un des charmes de notre région, sa gastronomie avec ses produits du terroir. Des huîtres marraines au lairon ici en Charente-Maritime, en passant par le piment d'Espelette au Pays Basque ou encore la viande de race limousine, on dénombre en Nouvelle-Aquitaine quelques 300 produits labellisés pour leur qualité, une exception. Alors pourquoi une telle richesse ? Comment aujourd'hui préserver ce savoir-faire sans gaspiller nos ressources ? Et à quoi pourrait bien ressembler à l'avenir nos habitudes alimentaires ? Réponse dans cette enquête de région. Gastronomie et territoire sont liés. Le Périgord est une terre de gourmandise, riche de produits divers et variés. La cuisine périgourdine a gardé de fortes traditions. Le temps les a non seulement préservées, mais également embellies. Nous verrons comment et pourquoi. Le véganisme n'est plus un phénomène de mode à la marge. Le nombre de nos concitoyens qui adoptent ce principe de vie ne cesse d'augmenter. Cuisiner sans le moindre produit animal nécessite tout de même un effort de créativité qu'il faut renouveler quotidiennement. Enfin, c'est une star, et que ce soit à l'île de la Réunion, à Paris, à Bordeaux ou à Houston au Texas, elle est connue par tous les amateurs de viande. Cette star, c'est la race limousine. C'est une ambassadrice de qualité pour le territoire du Limousin. Sa vie, son œuvre sont l'objet de toutes les attentions. En matière de gastronomie, le guide Michelin est une référence. 58 restaurants de notre région sont étoilés, dont celui de Christopher Coutenceau ici à La Rochelle. Il a décroché en 2020 le titre suprême des 3 étoiles. Coutenceau, un chef engagé qui milite pour une gastronomie éco-responsable. Il nous dira pourquoi et comment tout à l'heure. Alors la gastronomie raconte aussi l'histoire d'un territoire, l'un des plus appréciés des Français pour sa richesse et sa variété, c'est le Périgord. D'où vient cette tradition culinaire en Dordogne et quel est son avenir ? Regardez. « 15 secondes. 15 petites secondes qui suffisent à faire saliver. Voyez ça, si c'est pas magnifique, il est quasiment cuit. Hop. J'ai beaucoup de chance de pouvoir exercer là, d'une part grâce à mes parents parce qu'ils ont créé ça, et puis après c'est vrai que tous les jours, même si la vie est compliquée, il y a quand même des belles petites choses qui font du bien dans la vie, quoi. Guillaume est un homme heureux. Heureux comme un cuisinier en Périgord, dans sa ferme auberge familiale. Tu veux t'aider à préparer ça ? Oui, tu vas m'aider. Alors si tu veux, j'attaque le cèpe et tu me fais les Saint-Martin. Et puis je vais les laver. Maintenant, c'est moi l'apprenti et c'est lui le cuisinier. Voilà, mais c'est génial. Quand on a le bonheur de pouvoir transmettre, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est beau ça ? Ouais, regarde-moi ça, punaise. En plus, il est beau, il est frais à l'intérieur, il est impeccable. Hein. Vous avez des amis ? Vous êtes allé chercher un ou 2 champignons, vous le faites poêler, vous mettez des œufs et puis ça fait une omelette. Ça fait un moment de partager avec quelqu'un. C'est ça la convivialité du Périgord ? Oui, tout à fait. Dans le Périgord et ailleurs, mais dans le Périgord, c'est vrai qu'il y a cette convivialité. On n'a pas grand-chose, mais on partage ce peu avec plaisir, quoi. Voilà 31 ans que la famille Gaillard tient l'un des derniers restaurants traditionnels de la région. À travers leur service du jour, ils vont nous aider à comprendre Bonjour. les origines de la gastronomie en Périgord. Mais Milady, oui, il faut le demander, ça, l'apéro. Eh bien, c'est bien, vous nous avez pas amené le soleil, dis donc. Nous quittons donc pour un temps la table du restaurant pour nous retrouver dans le silence des réserves des archives départementales. Alors, 8 filles. Un pan de cette histoire est conservé dans ces grandes boîtes, vieille étiquette pour les foie gras, commande de truffes, des témoins précieux de ce passé gastronomique. Donc 20 mars 1897 précisément, des truffes en gros de chez Armand Roch.
On continue à faire rentrer dans les collections des archives tout ce qui a trait autour des posters, voilà, ou des grandes affiches, des étiquettes, pourquoi pas de conserverie également, soit par voie de don, ça arrive aussi, soit par voie d'achat également. C'est un intérêt, bien entendu, très patrimonial et lié au département sur l'activité qui était cette activité gastronomique et quelles personnes aussi exerçaient cette activité. Que la tradition du Périgord. À regarder de plus près ces archives, on se rend compte très vite que les femmes tiennent un rôle essentiel dans cette cuisine régionale. Patrice Giberti y a consacré un livre. Sa mère, elle-même, a fait le grand saut dans les années 70, âge d'or de la cuisine du terroir. Elle s'est totalement convertie, elle était paysanne et elle vendait ses produits sur le marché. Puis ensuite, ses clients lui disaient « Pourquoi vous n'ouvrirez pas un restaurant ?» C'est un authentique menu qui a été servi en 1979. Attention, hein, ce n'est pas un menu de dégustation comme la cuisine moderne aujourd'hui. Les assiettes sont pleines. Soupe de fèves, ensuite un foie gras, une poularde aux truffes, à la sauce mousseline. Puis un coq fermier au pécharment. Puis un saumon aux écrevisses. Ensuite, la roulade de veau ancienne, à l'ancienne, mijotée avec des cèpes. Puis, le filet Monseigneur. Après, on se calme un peu, la salade de pissenlit et les fromages, les îles flottantes et un gâteau noix. Bien avant Yvonne Giberti, c'est une autre génération de femmes qui est passée des champs au restaurant. La truffe a déjà fait le succès du Périgord sous Louis XIV. En 1800, la cuisine bourgeoise sera adaptée à la sauce périgourdine. C'est un pays pauvre, mais avec une sociabilité particulière. Je veux dire que dans ce pays pauvre, il y avait certains jours où on accueillait, et pour accueillir, il fallait bien manger. Deux histoires vont se rencontrer. La première, c'est cette histoire de la gastronomie, je dirais, aristocratique, bourgeoise. Et puis de l'autre côté, les femmes. C'est du mariage entre ces deux traditions que naît la gastronomie du Périgord. Alors, du côté de la cuisine paysanne, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les conditions de vie se sont améliorées. Les conditions de vie se sont améliorées, il y avait moins d'impôts à payer, et fin 18e et surtout 19e siècle, on a commencé à gaver les oies. Et les femmes ont alors commencé à inventer, je ne dis pas, les pommes de terre sarladaises, le confit d'oie, etc. 19e, pas avant. Et ça s'est amélioré progressivement, parce qu'il y avait des auberges. Des auberges souvent tenues par des femmes. Comme dans notre région, regardez l'histoire des mères lyonnaises, ce qu'on appelle la cuisine des mères lyonnaises. Mais il y a eu des mères en périgourdine. Et ça s'est petit à petit, fait savoir, fait connaître. Retour avec notre famille d'aubergistes périgourdins. Guillaume vient de sortir du feu les foie gras cuits sous la cendre. Un savoir-faire jalousement gardé depuis plusieurs générations. Ça, c'est une recette de la grand-mère à mon mari. Et elle ne voulait pas donner ses recettes à personne. Elle me l'avait donnée à moi parce que j'étais sa petite fille, sa suite, parce que c'était le droit d'aînesse, si vous voulez, à ce moment-là. Ici, la tradition tient bon. Et dans la salle, les convives se régalent. C'est pas la première fois qu'on vient dans le Périgord, donc du coup, oui, mais on en ressort toujours avec 10 kilos en plus, ça c'est sûr. Mais non, c'est vraiment très bon et très riche, donc on en profite. Mais en 2020, hormis chez quelques irréductibles, que reste-t-il de la gastronomie périgourdine ? Je sais pas. Beaucoup de nostalgie de la part de ceux qui ont connu, des normes, des tas de normes qui ont tout tué. Les produits du terroir ont surtout écrasé les cuisinières qui ont contribué à les faire connaître.
Pas de restaurant doublement ou triplement étoilé en Dordogne, mais des noms tels des marques qui résonnent. Truffes du Périgord, pommes de terre, sarladaises, sauce, périgueux. Dernière née, l'huile de noix du Périgord. Il est beau, hein? Elle vient d'obtenir auprès de l'Europe son appellation d'origine protégée. Un atout de poids pour la vente, obtenu après 14 ans d'efforts. L'huile de noix du Périgord, mais effectivement qui peut traverser les frontières et qui peut aller bien au-delà même de l'Europe et effectivement qui met en avant non seulement un produit français mais un produit du terroir avec une garantie d'origine, avec un savoir-faire qui est derrière tout à fait français. À l'auberge, c'est l'heure du dessert, flambé. Guillaume en profite pour s'échapper de la cuisine et rendre visite à son potager. Voilà 2 ans déjà qu'il a abandonné le gavage de ses 200 canards sur sa ferme, trop contraignant. Même s'il perpétue une tradition, le Périgourdin veut vivre avec son temps. Une petite soupe en prévision. Vous voyez la terre, comme elle est souple. On tourne un peu plus sur la culture raisonnée, quoi. Voilà, la culture raisonnée un peu plus raisonnable. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Guillaume, un menu végétarien a fait son apparition sur la carte de l'auberge. Ah, ça c'est beau ça. Une petite salade et les poireaux. Guillaume est un homme heureux, heureux comme un cuisinier en Périgord, bien dans son époque. D'où vient et où va notre gastronomie? C'est la question posée dans cette enquête de région à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il est 5 h du matin et c'est la pleine activité dans cette ville, dans la ville, qui est la criée du port de pêche de La Rochelle, l'un des plus importants de France. Chaque jour transitent ici des tonnes de poissons, coquillages et crustacés. C'est aussi ici que commence notre gastronomie. Bonjour Stéphane. Bonjour Alex. Bonjour. Merci de nous accueillir. Stéphane Boutin, vous êtes à la tête d'une entreprise familiale créée ici dans les années 1920. Hein. C'est ça. 4e génération déjà au travail. On a vu ce bâtiment est gigantesque, cette criée, c'est l'une des plus importantes de France. Oui. Comment ça s'organise ce marché au quotidien? Eh bien, écoutez, les transporteurs ramènent du poisson d'ailleurs, et puis nos clients, les grossistes, les poissonniers, sont là à 3-4 heures du matin. Ils font le plein, et puis après, ce sont les restaurants, les grandes surfaces. Donc il faut gérer tout ça, chacun son tour, et on finit souvent par la restauration. Et chaque jour, donc, il y a la vente à la criée. Hein. Tous les jours, il y a une vente, 5 jours par semaine. Et les bateaux viennent tous les jours? Et les bateaux viennent tous les jours. Il y a les petits bateaux côtiers qui sortent à 4 h du matin et qui reviennent l'après-midi. Et c'est débarqué le lendemain matin, enfin la nuit d'après. Et c'est tous les jours comme ça, depuis des générations. Au moins 4 générations. Au moins 4 générations, c'est ça. Alors, je le disais, il est 5 h du matin, la journée commence tôt, il fait froid, c'est quand même des métiers difficiles. Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple, dans ce métier, Alex? C'est déjà voir les produits, voir le poisson comme ça, c'est quand même super joli. Et puis on voit aussi quand même les derrière des restaurants, c'est comment est fait, comment est travaillé le poisson. C'est quelque chose qui est super intéressant, pour ma part en tout cas. Et à l'avenir, comment vous voyez évoluer ces métiers de la mer, sachant qu'il y a beaucoup de concurrence internationale, il y a une raréfaction aussi de la ressource? Oui, il faudra faire avec, malheureusement. Je pense que puis les produits seront de plus en plus chers et ça sera malheureusement aussi de plus en plus compliqué pour nous. Hein. Ouais. On en a bien conscience. Alors l'un des clients de Stéphane Boutin, c'est le chef triplement étoilé Christopher Coutenceau, ici à La Rochelle, qui nous a rejoint. Bonjour Christopher. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez tous les matins faire votre marché? Voilà, tous les matins à la criée de La Rochelle. Donc on vient voir Stéphane et Monsieur Gonzalez aussi, l'autre marieur.
Depuis j'ai dû commencer avec mon grand-père avant d'aller à l'école, vers 3-4 ans. Ouais. Alors Stéphane, vous fournissez notamment le chef en homard, hein, c'est l'une de ses spécialités, donc sacrée responsabilité quand même. Exactement. On trouve quoi en ce moment dans les viviers? Alors en ce moment, on a commencé la période d'hiver et la période de pêche locale avec les Saint-Jacques et les pétoncles, qui sont vraiment une spécialité de La Rochelle, qui sont pêchés au large de l'île de Ré. Et c'est vraiment un produit d'exception, l'un et l'autre. Et je sais que Christopher aime bien travailler les produits de saison. Ouais. Et on essaye de lui trouver le meilleur de la saison pour qu'il puisse en faire des plats d'exception. Ouais, tu peux me mettre 1 kilo de coque. Oui, pas de problème. Et puis 2-3 poignées de billes. Ouais. Et alors vous, chef, quand vous venez ici faire votre marché, vous savez ce dont vous avez déjà besoin ou vous vous laissez guider par Stéphane? On sait ce qu'on a besoin parce que déjà on connaît les saisons. Quand les premiers petits encornés arrivent, les premiers bags, je vais en prendre un pour faire une mise en bouche. On est toujours ouvert justement et comme je dis souvent, de venir et de voir tous ces jolis produits le matin et d'être les premiers à pouvoir les travailler, c'est une vraie source de créativité. On retrouvera le chef Christopher Coutenceau dans quelques minutes à son restaurant. Il nous livrera son regard sur l'avenir de notre gastronomie, car nos habitudes alimentaires évoluent dans les goûts, certes, dans les pratiques aussi. Alors on pense bien évidemment au bio qui progresse, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, plus 14% de fermes bio en 2019 selon les chiffres de l'Observatoire de l'agriculture biologique. Mais pas seulement. Il y a aussi l'envie des consommateurs de savoir ce qu'ils mangent exactement, ce qu'ils ont dans leur assiette, une assiette qui se végétalise de plus en plus. Regardez cette nouvelle enquête sur les nouvelles tendances alimentaires. Comme dans tous les foyers du pays, la famille Loridon s'apprête à passer à table. Un repas particulier, car depuis 3 ans, Sébastien, Christelle et leurs enfants ne consomment plus du tout de viande, ni aucun produit d'origine animale. Ils sont véganes et ont donc adapté leur régime alimentaire. Une cuisine plaisir, saine et équilibrée. Qu'est-ce que vous faites là, Sébastien? Je vais émincer le tofu pour en faire comme des allumettes, comme si on faisait des lardons, si vous voulez, pour pouvoir préparer la carbonara. Donc là, en fait, c'est ce qui va remplacer la viande. C'est ce qui va remplacer la viande. Le tofu, une pâte fermentée d'origine asiatique fabriquée à base de soja, riche en protéines. C'est l'un des éléments de base par lequel Sébastien et Christelle ont remplacé la viande. Mais la liste des substituts et de l'ensemble des aliments qu'ils consomment aujourd'hui est bien plus large. Et les saveurs, plus variées. Ça nous a permis aussi de redécouvrir plein de légumes, plein de légumineuses qu'on n'utilisait pas avant. Par exemple, on mange beaucoup de lentilles corail, ce qu'on ne mangeait pas avant parce que c'est riche en protéines. On mange les légumes anciens ou toutes les courges. Enfin là, ça va être pour nous l'époque où il y a toutes les courges qui arrivent. Tout ça, c'est des choses que je ne cuisinais pas forcément avant et qu'on cuisine aujourd'hui. Alors peut-on se passer de viande? Nous sommes allés poser la question à un spécialiste. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Je vous suis? Allez-y. Mathieu Guérin est diététicien nutritionniste et pour lui, la réponse est sans équivoque. Oui, on peut se passer de manger de viande dans le sens où aujourd'hui, on a une richesse d'aliments sur le marché qui permet de se passer de viande. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir l'alimentation la plus diversifiée possible. Et pour cela, la nature est bien faite. Elle recèle de nombreux aliments qui possèdent les propriétés idéales pour remplacer les apports de la viande. Une belle occasion de redécouvrir certains de ces trésors. Le principe même de la viande, c'est d'être une source de protéines. Donc on va retrouver des protéines dans tout ce qui va être légumineuse, céréales, les produits laitiers aussi qui sont issus de la sphère animale. Donc les légumineuses, vous allez retrouver tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, lentilles, pois cassés, qui sont, on va dire, les 4 grands types, sachant qu'après, dans ces familles, vous avez la lentille corail, la lentille verte, enfin, voilà, où là, vous allez avoir des aliments qui sont riches en protéines et riches en fibres. C'est des plats qui demandent d'être cuisinés. Et pour cuisiner, il faut aller faire les courses. Et ce jour-là, c'est Sébastien, notre père de famille, qui s'y colle.
forcément on cuisine plus. On essaye d'éviter d'acheter du tout fait ou de l'industriel. Alors après, comme tout le monde, il y a des moments où on n'a pas le temps. Mais dès qu'on peut, effectivement, on cuisine ou on prépare même à l'avance. Aujourd'hui, on peut faire des soupes, on prépare des soupes à l'avance. On a toujours du tofu d'avance, on a toujours des protéines de soja. Aujourd'hui, il suffit d'acheter n'importe quelle citrouille, on met des protéines de soja et on fait de la farce avec. Réapprendre à cuisiner, découvrir de nouvelles saveurs, oser les associations. Manger sans viande, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à un nouveau monde, à travers des recettes d'ici et d'ailleurs, et même de créer ses propres plats. Au début, on cherche vraiment à remplacer la viande, on essaye d'avoir une viande, un légume, comme dans notre alimentation traditionnelle, mais comme on veut quitter la viande, on ne veut pas retrouver le goût de la viande, on ne veut pas refaire pareil. Donc petit à petit, on goûte des nouvelles choses. Et des choses, au début, voilà, hein, on dit non, j'aimerais jamais ça, jamais je mangerai un yaourt au soja ou autre chose. Puis finalement, on s'y fait et puis on commence à cuisiner, on commence à faire des choses. Protéines de soja, légumes secs, légumineuses, purée de sésame et oléagineux, Sébastien est paré. Son panier est garni. De quoi préparer les repas sur plusieurs jours pour toute sa petite famille. C'est 44 € et 28 centimes si vous plaît. Et du coup, Sébastien, c'est pas plus cher de ne pas manger de viande? Non, c'est pas plus cher. Vous voyez, là, on a mangé pour 4-5 repas, on est 5 pour 44 €. Donc là, ça fait 10 € le repas à 5, aux environs 2 €. Donc on est largement, effectivement, donc je pense que ça pourrait nous coûter si on achetait de la viande. On sait bien que les protéines animales, c'est des produits qui sont relativement chers, si on veut des bons produits. Donc on s'y retrouve largement. Aujourd'hui, le nombre de véganes qui ne consomment aucun produit d'origine animale comme Sébastien et sa famille ne représente que 0,5% de la population en France. 2% pour les végétariens. Mais la tendance sans viande gagne du terrain. Selon une étude publiée en 2018 par l'Institut privé Xerfi, un tiers des Français, soit 23 millions de personnes, n'en mangeraient plus qu'occasionnellement. Résultat, en 10 ans, la consommation de viande a baissé de 12% en France. La première raison, je pense, c'est une raison environnementale, puisque nous savons désormais que produire une calorie de viande, ça coûte 3 fois plus cher que de produire une calorie de légumes, par exemple. Il y a aussi une autre raison qui est celle du bien-être animal, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui dénoncent aujourd'hui certaines pratiques d'élevage. Et je pense qu'un certain pan de la population est sensibilisé aujourd'hui à la question du bien-être animal et les influences que nos choix de consommation peuvent avoir sur ces pratiques agricoles. Sébastien et Christelle Loridon ont terminé leur préparation de penne à la carbonara. Un classique revisité. Comme ça. Petit morceau de tofu dans de la crème soja avec un peu de moutarde. Et donc en complément, on peut rajouter... Enfin, nous, on met ça... C'est une petite, un petit supplément, ça remplace le parmesan où ça met du goût, c'est de la levure diététique. J'aime les différentes choses qu'on peut manger parce que j'ai l'impression qu'il y a vachement plus de choix qu'avant. Et puis il y a plein de petits plaisirs qu'on se fait de temps en temps que j'adore. Un sentiment partagé par Sam, 12 ans. Le cadet de la fratrie a suivi le mouvement familial. Sans contrainte, il dit vivre pleinement et sans difficulté ce mode d'alimentation, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. J'en parle pas souvent à mes amis, mais ils le savent, parce que ça fait longtemps que je suis amie avec eux. Et comment tu fais par exemple quand ils t'invitent à venir passer une soirée chez eux? Leurs parents font un repas vegan, ils font un végétal. Et contrairement à certaines idées reçues, manger sans viande ne contraint pas à une activité physique modérée. Cette alimentation, lorsqu'elle est riche, variée et équilibrée, permet tous les efforts. Aujourd'hui, en 2020, je fais un marathon par semaine depuis le 12 avril. Donc ça ne me pose aucun souci, je m'alimente comme n'importe quel sportif, je fais attention. Et avec des protéines végétales, ça ne pose aucun souci, bien au contraire. Moins de problèmes d'inflammation, une récupération qui est bien meilleure. C'est l'avantage aussi des protéines végétales. Des protéines végétales auxquelles se montre sensible une partie croissante de la population. En Nouvelle-Aquitaine, comme ailleurs,
l'offre de restaurants végés se développe ces dernières années. Fini l'époque du végétarisme morose. Aujourd'hui, cette nouvelle cuisine s'est enrichie, développée et spécialisée pour gagner ses lettres de noblesse. Elle draine désormais un public hétéroclite, tant au niveau de sa clientèle que de ses chefs, qui n'hésitent plus à s'ouvrir à ces nouvelles pratiques alimentaires, comme ici, à Limoges. On a plus de taillage, voilà, de choses de cuisson grillées, de légumes un peu différents. Donc on utilise aussi les céréales. C'est vrai que d'habitude les céréales c'est plus comme un accompagnement. Donc là on est vraiment sur un plat à part entière. En fait. Ça nous change vraiment de la routine poisson, viande. Donc là on a une autre approche. Un changement de régime qui, même s'il reste aujourd'hui encore minoritaire, se développe. Et comme tout changement, il est un marqueur de notre société. Historiquement, la consommation de la viande a accompagné le développement économique. Notamment, on sait que plus un niveau de vie s'élève dans un pays et plus la consommation de viande est censée augmenter. C'est le cas dans les pays en développement aujourd'hui, où par exemple la Chine, où la consommation de viande a complètement explosé avec la croissance économique. Donc revenir à des régimes alimentaires sans viande, c'est quelque part aller à rebours de ce signe extérieur de richesse. À l'heure des grandes questions environnementales et des évolutions de nos modes de consommation, cette alimentation réduite en viande ou totalement décarnée constitue peut-être l'une des options pour répondre aux maux de notre société. En tout cas, elle nous renseigne assurément sur notre goût pour croquer la vie autrement. D'où vient et où va notre gastronomie? C'est la question posée dans cette enquête de région à l'occasion des fêtes de fin d'année. On retrouve le chef Christopher Coutenceau devant son restaurant qui a décroché donc 3 étoiles en 2020 au Guide Michelin. Seulement 2 établissements de notre région ont cette distinction ultime du Guide Michelin. Christopher Coutenceau, cuisinier et pêcheur, c'est marqué sur la devanture. Alors ce que vous nous disiez tout à l'heure à la criée, on le comprend mieux. Pourquoi d'ailleurs cet amour pour la pêche et pour les produits de la mer? Tout simplement, culture et éducation depuis tout petit. C'est vrai que mon grand-père m'emmenait 2-3 fois par semaine après l'école à la pêche. Et on a toujours eu un bateau. Et évidemment, quand on voit ce joli parc qu'on a face à nous, ce qui m'a apporté aussi par rapport à mon métier, beaucoup de connaissances sur la saisonnalité, les différences entre le bar de roche, le bar de sable, et voilà pourquoi cuisinier pêcheur aujourd'hui. Alors, je le précise, nous tournons début novembre, en plein confinement. Le restaurant, la cuisine sont fermés. Vous faites quand même des menus à emporter. Et alors, toutes les images que nous allons voir sont des images d'archives, ce qui explique notamment pourquoi personne ne porte de masque en cuisine. On le disait, vous faites une carte qui respecte la saisonnalité des produits. Vous êtes quand même dans une démarche éco-responsable plus globale. Ça passe par quoi, être éco-responsable quand on fait de la cuisine gastronomique? Ça passe par la criée dès le matin, où on va choisir nos produits de saison issus d'une pêche responsable, donc une pêche à la ligne. Pourquoi responsable? Parce que si le poisson est trop petit ou si ce n'est pas l'espèce visée, on enlève l'hameçon, on le remet vivant et dans de bonnes conditions à l'eau, ce qui lui permet de grandir et de se reproduire. Et puis la saisonnalité qui est très très important. Et puis après on pousse aussi un peu notre cuisine à apporter les arrêts de frites, les écailles, qui sont des pièces souvent jetées par le consommateur, mais qui ont un vrai intérêt gustatif, ce qui va apporter le côté torréfié, qui va apporter le croquant aussi au plat, et puis ce qui nous permet de tout utiliser dans le poisson et ne pas jeter pour rien. Je vois en Espagne, on mange beaucoup la langue de merlu, par exemple, un produit fabuleux et délicieux. Chez nous, qui est jeté, on jette les têtes de merlu. Alors nous, on s'amuse à les travailler pour faire découvrir aussi aux clients. Et ça, c'est les attentes des clients aussi, de savoir exactement ce qu'ils ont dans l'assiette, d'avoir une nourriture plus saine. Oui, les clients sont vraiment à la recherche d'une histoire dans les plats. D'où ça vient, comment ça a été pêché, pourquoi là on travaille les écailles, pourquoi on travaille l'arête. C'est vrai que la cuisine est devenue un vrai hobby dans les foyers, comme le jardinage, comme beaucoup d'autres choses. Et les gens sont de plus en plus soucieux.
que ce soit au niveau qualitatif, au niveau de la saison et au niveau des saveurs. La carte des menus de ce 3 étoiles affiche des prix entre 90 et 210 €. La carte des vins annonce 1800 références et c'est votre domaine, Nicolas. Bonjour, merci bonjour, de vous avoir rejoint. Nicolas Brossard, chef sommelier et associé de Christopher Coutenceau ici à La Rochelle. En fait, votre cave est sous nos pieds. Hein. Exactement. On a la plus grosse partie est en dessous. Environ 15 000 bouteilles là aujourd'hui. Et puis nous avons une cave de vieillissement un peu plus loin dans la RPI Rochelet, où là on a à nouveau 8000 bouteilles en vieillissement. Alors les vins et l'alcool, hein, c'est une part importante dans notre gastronomie. Vous avez 120 références de cognac, c'est ça à la carte. C'est énorme, ouais. Qu'est-ce qui fait le côté unique d'un cognac? Alors c'est vraiment c'est trois choses, hein, clairement. Et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est les terroirs, hein, parce qu'il y a des terroirs, comme on peut parler dans le Médoc de Pauillac, de Margaux, de Saint-Julien, qui sont pourtant très très proches, mais qui donnent des vins complètement différents. À Cognac, c'est pareil. Évidemment, ensuite, le plus important, c'est le savoir-faire là, du vigneron, qui est très très important en Cognac, c'est-à-dire évidemment l'art de la distillation et l'art de l'assemblage. Et c'est vrai que la famille Normandin, avec Édouard maintenant, ont un savoir-faire ancestral qui est assez exceptionnel, avec un style. Effectivement, quand vous avez le goût normandin-martien, qui existe depuis des années, voire des décennies, on reconnaît Normandin-martien entre mille, c'est certain. À 10 minutes de La Rochelle, Dompierre-sur-Mer sert d'écrin au cognac normandin Mercier depuis 1872. Le vignoble de Cognac s'étale entre la Charente-Maritime, la Charente, quelques communes des Deux-Sèvres et de la Dordogne. Le cognac qui fait rayonner l'image de la France dans le monde et pourtant, sa consommation en France reste marginale. Plus de 95% de la production s'exporte. Un paradoxe, nous dira tout à l'heure Édouard Normandin, qui nous fera découvrir les secrets de fabrication de son cognac. Avant cela, autre produit de la région qui rayonne dans le monde, la viande de race limousine. Comment cette vache est-elle devenue aussi célèbre et pourquoi fait-elle aujourd'hui l'objet d'études génétiques approfondies? Regardez. Comment est-ce que vous faites pour choisir votre viande? Ça se passe comment? Nous, on va directement chez les éleveurs. La sélection se fait sur pattes. Donc, on est dans le contexte, on est dans l'élevage, l'endroit où elle est née, élevée. Donc, c'est quelque chose d'hyper important. Depuis 20 ans, dans son restaurant, Laurent Buteau choisit, prépare et cuisine les meilleurs morceaux d'une viande devenue la star des gastronomes, la limousine. On voit sa qualité, là, on voit qu'il y a une entrecôte qui est de qualité exceptionnelle. Alors, à quoi on voit qu'elle est de qualité? Expliquez-moi là. Alors, qualité, tout ça, là, à la cuisson, ça va fondre, ça va rendre de la tendreté, du goût, ça va être merveilleux. Bien saisi sur chaque face. À la fin, juste un peu de fleur de sel et c'est fini. On dit que la limousine, c'est la numéro 1 au monde, donc c'est pas pour rien. Poil fromental, tête courte, cornes luisantes de moyenne longueur, un peu relevées, œil grand et noir, fanon pendant jusque sur le genou. Dès le XVIIIe siècle, c'est ainsi que l'on décrivait la race bovine issue des prairies du Limousin. Il y avait des bêtes qui partaient donc à Paris, à pied, pour alimenter les marchés parisiens. La première description remonte à quand? On les a fin 18e, début du 19e siècle. C'est notamment Jacques-Joseph, juge de Saint-Martin, qui était botaniste, etc., qui a décrit assez bien, assez précisément cette race bovine limousine, en insistant là aussi sur la couleur de la robe et puis aussi sur la morphologie générale et surtout l'absence de taches blanches ou noires sur la robe et les muqueuses des vaches.
Les races à viande au 18e et début du 19e, ça n'existe pas. C'est des races de travail ou des races laitières qu'on engraisse. La race bovine limousine, c'est pas une race laitière, c'est une race de travail. L'animal de trait, par définition, c'est la vache et le bœuf en Limousin au 19e siècle. Et il faut bien comprendre que si on veut engraisser un bœuf, il faut le mettre à l'étable 6 mois par an, enfin les 6 mois d'hiver, et il faut surtout beaucoup le nourrir. Ce qui veut dire qu'il faut que la ferme ait des excédents agricoles pour donner aux animaux du foin, des raves, etc., etc. Et au 18e et au début du 19e siècle, on n'a pas ça. Des paysans trop pauvres, une productivité trop faible. Au milieu du 19e siècle, la race limousine n'a pas trop bonne réputation. Quelques riches propriétaires terriens, modernistes et visionnaires vont lui donner un nouvel élan. Ici, dans son château, Pierre-Edmond Tesserin de Bord puis son fils vont investir beaucoup de temps et d'argent pour donner à la limousine ses premières lettres de noblesse. C'est un phénomène qu'on retrouve pour d'autres races aussi. Il y a souvent à l'origine un groupe sociologiquement assez homogène, de grands propriétaires qui avaient, j'ai envie de dire, les moyens d'expérimenter parce que rien n'était sûr sur le plan économique. Donc il fallait prendre un risque économique que les paysans ne pouvaient pas forcément prendre. Il fallait aussi avoir, j'ai envie de dire, une vision de ce que pouvait être cette agriculture. Il fallait une modernisation globale parce qu'il fallait aussi que les animaux gagnent en stature, donc ça voulait dire mieux les nourrir, donc avoir une agriculture beaucoup plus productive. Sur ce plan, la race bovine limousine est exemplaire. Les noms des animaux sont liés à la provenance. D'accord. Donc probablement ils viennent de chez M. Pétignot, c'est pas impossible. En tout cas, là, on a le nom du père, le nom de la mère. Enfin, par exemple, dans cet album, on voit des animaux qui sont représentés. Et là, je tombe sur un animal qui a obtenu un prix d'honneur des vaches de race française, premier prix à l'exposition universelle de 1889, qui appartient à M. Tesserin de Bord. Ça veut dire que déjà à cette époque, l'élevage de cette ferme, de ce château, obtenait des prix nationaux. Ah oui, même je dis, exposition universelle. Donc à l'époque, c'était quand même tout à fait prestigieux. À quelques mètres du château, la ferme est toujours là. Une ferme modèle, à la pointe de la modernité d'il y a 150 ans. C'est le grand-père de ma grand-mère qui a commencé, et ensuite son fils, donc mon arrière-grand-père, qui a poursuivi, et mon grand-père lui-même a poursuivi jusque dans les années entre les deux guerres. Alors comment elle était organisée, cette étable un petit peu modèle? Ici, on est dans les tables elles-mêmes, où il y a les cornadis, c'est-à-dire l'espace à travers lequel les vaches pouvaient passer leur tête. Ici, on a les mangeoires dans lesquels on leur donnait à manger. Au-dessus, dans la barge, c'était là où était le foin. Et la grande allée centrale, c'est là ce qui permettait d'amener les charrettes de foin pour justement charger le foin de chaque côté. Donc c'était une organisation moderne, très rationnelle. C'était une organisation, oui, rationnelle. À la même époque, à quelques kilomètres de là, un autre notable limousin, Charles de Léobardy, consacre toute son énergie à sélectionner les meilleurs animaux de la race limousine. Dans son domaine du vigno, lui s'appuie sur le savoir-faire de ses métayers. En 1886, il crée le Herdbook limousin. La race limousine moderne est née. 135 ans plus tard, dans la même ferme, Aurélie perpétue sa passion des belles limousines. Et les gens qui ont été ici il y a un siècle, c'est un exemple pour vous? Oui, c'est un exemple parce qu'ils ont commencé à faire cette race qui à l'époque était plus petite. Maintenant, on arrive à la faire grandir, mais on a gardé des qualités premières de cette race qui sont au niveau de la naissance. Limoges 1913. Des centaines d'éleveurs viennent à la foire pour montrer, comparer et vendre leurs animaux. À partir de la fin du 19e siècle, l'élevage de la limousine se répand dans toutes les fermes de la région, et pour longtemps. C'est dans cette ferme des environs de Limoges, portant au-dessus du grand portail de son étable ces nombreuses plaques de gloire, que nous avons rencontré M. Jean Boutet, qui vient d'être promu au grade de commandeur du mérite agricole. C'est une grande joie pour moi, vraiment une grande, que je ne pensais pas sur mes vieux jours d'obtenir une distinction pareille.
c'est un grand moment, le comice agricole. C'est là aussi où on exprime la fierté d'avoir de beaux animaux. Il y a peut-être une centaine de comices par an. Il y a des concours en plus départementaux, des concours nationaux. C'est vraiment toute une pyramide, j'ai envie de dire, d'éducation par l'exemple et de récompense, ce qui permettait aussi d'inciter des paysans à garder des belles bêtes, notamment reproductrices, donc qui coûtaient, qui ne rapportaient pas, mais comme on donnait des primes, 50 francs, 100 francs à l'époque, eh bien ça rentabilisait le fait d'avoir de beaux animaux reproducteurs. 2020. À la station de Lanneau, près de Limoges, c'est de plus en plus sur Internet et en vidéo que l'on vend désormais les plus beaux taureaux. Lanneau, c'est un peu l'université de la race limousine. Il y a actuellement 1400 éleveurs adhérents au Airbook et tous les ans passent les 600 meilleurs mâles de la race qui viennent des 4 coins de France, essentiellement du berceau, évidemment, dans l'ex-Limousin. Les éleveurs déclarent leurs meilleurs veaux, on les met tous ici ensemble. Donc il y a 2 buts à ça, c'est d'abord fournir l'insémination artificielle et le deuxième but, c'est de fournir en taureaux de monte naturelle les éleveurs. Et ça permet vraiment de disposer de la meilleure génétique actuelle et tous les ans de la race limousine. Observer, sélectionner, améliorer. À Lanneau, on continue le travail entamé il y a 150 ans, mais avec les outils du 21e siècle. Dans les étables, on trouve même des vaches équipées de capteurs connectés. Alors sur ordinateur, on a des courbes d'activité de l'animal et des courbes de rumination. Et en fait, on détecte des pics de chaleur quand l'activité augmente et quand la rumination chute. Et ça sert à quoi? L'idée, c'est d'améliorer la fertilité pour que les éleveurs puissent atteindre leur objectif pour avoir un veau par vache et par an, donc qui est un critère économique pour les exploitations. Aujourd'hui, on scrute les belles limousines jusqu'au cœur de leur ADN. À Lanneau, chaque année, l'entreprise Genomics analyse 10 000 échantillons biologiques. Ils vont permettre de déterminer les marqueurs génétiques qui intéressent les éleveurs pour sélectionner les meilleurs animaux. C'est un nouveau moyen de faire des choses qu'on a toujours fait. Il n'y a aucune manipulation génétique, c'est uniquement de l'observation et de comparer des performances des animaux et de choisir ceux qui ont les meilleures performances. Et en fait, la génétique vient nous aider à choisir. C'est ce qu'on fait dans la race depuis 1886. Voilà. La limousine est le fruit d'un territoire et du travail des hommes qui y vivent. Philippe Babaudou élève 70 vaches qui pèsent sur 100 hectares de prairies. Il aime ces animaux et pour lui, le choix de la race ne s'est jamais vraiment posé. Me sens l'héritier d'une histoire, oui bien sûr, en plus je connais cette histoire, je sais d'où vient la race limousine, je sais tous ceux qui ont contribué à la refaire démarrer, à la sélectionner et à en faire une race aujourd'hui qui est extrêmement adaptée à la région et au-delà adaptée à des conditions d'élevage très différentes. Pendant la crise de la vache folle, Philippe Babaudou a compris que le caractère rustique d'une race qui mange de l'herbe et vit dans les prés pouvait être un atout et un signe de modernité. Aujourd'hui, face aux questions des consommateurs sur la viande, face aux inquiétudes des citoyens sur l'environnement, il est serein et optimiste sur l'avenir de la limousine. Quand on y regarde de très près, on voit bien que les élevages à base d'herbe, et en particulier en Limousin, et évidemment avec la race limousine, sont très favorables à l'environnement puisqu'on arrive à recapter du gaz carbonique, du carbone à travers les prairies. Et c'est pour ça que la race limousine peut, en allant vers la valorisation de ces systèmes herbagers, être porteur d'une amélioration en termes environnementaux. Avec autant d'atouts, la limousine est désormais une star internationale. C'est aujourd'hui la première race bovine française exportée dans le monde. Sa rebrousse et ses qualités ont séduit les éleveurs dans 80 pays. De l'Argentine aux steppes de Mongolie, de l'Afrique du Sud à l'Australie, le soleil ne se couche plus jamais sur la limousine. On se retrouve pour la dernière partie de cette enquête de région et cette question: d'où vient et où va notre gastronomie? C'est l'un des produits de notre région les plus vendus au monde et qui contribue au rayonnement de la gastronomie française, le cognac.
Bonjour Édouard Normandin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce chai où votre famille produit du cognac depuis 1872. Vous Exactement. en vendez aussi sur place. Racontez-nous dans ce chai comment on transforme l'eau de vie que vous recevez en cognac. Quelles sont les principales étapes? Alors tout d'abord, on loge cette eau de vie nouvelle qui a un colore et clair comme de l'eau dans des fûts neufs. Là, vous en voyez. Ça, oui, ça c'est les fûts neufs qui viennent d'arriver, qu'on affine ici, puisqu'on les garde pendant 36 mois à la propriété avant d'en faire des fûts. Et donc cette eau de vie va séjourner dans ces fûts pendant... C'est variable, je dirais au minimum 12 mois, au maximum 24-36 mois. Ça va dépendre des cuvées et ça va dépendre du type d'élevage qu'on veut leur donner. On travaille, nous, sur les premiers crus, grande champagne, petite champagne, des crus de prestige. Donc il faut bien entendu apporter des notes de bois, mais que ce soit délicat, surtout pas matraquer en apportant trop de bois sur nos eaux de vie. Alors pourquoi avoir choisi de faire vieillir du cognac, de produire du cognac loin des vignes et près de la mer? La question. En fait, c'est vrai que c'est la spécificité de la maison, c'est que lorsque mon ancêtre a construit le chai, fin 19e, il souhaitait se rapprocher de l'océan pour deux raisons. La première, le climat océanique, qui nous confère une amplitude thermique qui est moindre qu'à Cognac, parce que Cognac, c'est un peu plus continental, plus froid l'hiver, plus chaud l'été. Et alors, ce sera ma dernière question. Donc ça, c'était une des raisons. Et la deuxième, c'était la logistique. Je vous ai pas dit. La logistique, parce que La Rochelle, c'était le port du Cognac, fin 19e. Donc de La Rochelle étaient chargés les cales des bateaux en destination de la Nouvelle-Angleterre, des pays d'Europe du Nord, qui ont toujours été des fervents admirateurs et connaisseurs de Cognac. Donc en termes de logistique, c'était bien de se rapprocher de La Rochelle. Alors ici, vous fabriquez environ 10 000 bouteilles par an. La quasi-totalité est exportée, comme le marché national. D'ailleurs, 98% de la production est exportée. C'est qui les principaux consommateurs aujourd'hui? La Chine et les États-Unis sont les premiers marchés en volume. Ça a toujours été cette tendance-là. C'est pas que le cognac se boit pas en France. C'est juste que 60 millions de Français sur la terre entière, c'est pas grand-chose, même si le produit est français, et puis on est des forts consommateurs de plein de choses, on est curieux. Les Français apprécient beaucoup le whisky, le rhum, le cognac, l'armagnac. Mais moins le cognac, en fait. Alors que jusque dans les années 70, on était les premiers consommateurs de cognac. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il y a eu un désamour, il y a eu certainement une bêtise à un moment, c'est que la consommation de cognac étant importante, et on était sur un mouchoir de poche en termes de territoire, on a choisi, enfin je dis on parce que je suis du métier, mais c'était quand même mes aïeux, ont déterminé que le cognac était plutôt réservé en fin de repas. Ce qui aujourd'hui semble une hérésie, plein de gens prennent des whisky en apéritif. Pourquoi pas prendre un rhum ou un cognac ou un armagnac? Je veux dire, c'est exactement pareil, c'est le même degré d'alcool, il n'y a aucune raison. Ça veut dire aussi que les goûts et les attentes des consommateurs changent en termes de spiritueux comme le cognac? Ah oui, c'est évolutif, ça évolue. Les consommateurs changent, la majorité a tendance à rajeunir aussi, donc c'est intéressant. Il y a des modes de consommation qui sont évolutifs, oui. J'ai quitté Dompierre-sur-Mer pour revenir ici à La Rochelle à la rencontre d'un expert culinaire qui va nous apporter son regard sur l'avenir de notre gastronomie. Bonjour Thierry Pfoll. Bonjour Vincent. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes délégué régional de l'Académie nationale de la gastronomie, de cuisine. Absolument. Et les auditeurs de France Bleu vous connaissent bien parce que vous y faites des chroniques culinaires. D'abord, on a parlé de la richesse en produits labellisés en Nouvelle-Aquitaine. Comment expliquer une telle richesse sur ce territoire? Déjà, les 12 départements en fait, de la région Nouvelle-Aquitaine font qu'on est la plus grande région en production agricole d'Europe. Et puis depuis très longtemps, et ça c'est historique, on s'est toujours préoccupé de la labellisation des produits, si bien qu'on arrive à plus de 300 produits labellisés à l'heure actuelle. Et pourtant, vous dites attention au label. Ça veut dire qu'il y a des
Des arnaques, des excès? Non, en principe, le label est quand même bien fait. Alors pour en citer certains, on a l'IGP, l'AOP, le label rouge par exemple, pour ne citer que. C'est quand même très contrôlé par des instituts. Après, il y en a certains qui ont des petites caractéristiques, comme le jambon de Bayonne, où les porcs peuvent être élevés jusqu'à la région de Poitiers. Pour certains fromages, on a des zones d'appellation qui sont très très larges et qui dépassent même les frontières de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est juste quelque chose d'intéressant à signaler. Maintenant, prendre des produits labellisés, c'est toujours un signe de qualité et c'est l'assurance de ne pas se tromper. Alors on a vu le chef Coutenceau qui est engagé dans une démarche éco-responsable. Vous pensez vraiment qu'il va y avoir une vraie révolution dans la gastronomie française ? Alors la révolution dans la gastronomie française, je ne pense pas parce que ça suit son cours. Mais il y a aussi tout ce côté bistronomie qui est en train de... Là, c'est une vague de fond qui est en train de prendre de l'essor et la véritable en fait innovation se situe aussi dans ce genre de petits bistrots. Et cette notion d'une cuisine éco-responsable est-elle enseignée aujourd'hui aux futurs chefs? Vous les connaissez bien, ces métiers de formation professionnelle. On voit bien que la génération, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, s'emparent de ces problématiques parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un problème et que s'ils n'intervenaient pas, quelque part on allait dans le mur. Donc oui, je pense qu'on est vraiment dans cette période de mutation. Notre gastronomie est-elle à un tournant? L'avenir le dira. En tout cas, le repas gastronomique des Français est classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010. C'est dire l'importance de cette tradition culinaire française. Une tradition qui pèse lourd aussi dans notre économie. La gastronomie, c'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 800 000 emplois, selon le dernier baromètre du ministère de l'économie. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.